Mais en même temps, on dit, il y a des limites à ne pas franchir. La Nick Payne, ça paraît que t'as fait du rock'n'roll, toi, hein? T'arrives à l'heure. Voyons donc. Pile poil, à la seconde près, il voulait se faire attendre, accueillir. Il est là. Salut Nick! Je n'y suis pour rien. J'étais là, à l'autre bord de la porte. Salut, Ben oui, vous je autres. sais bien. Salut Nick! Salut. Hey. Allô, Karima? Ben oui, j'ai dit regardons vous ça. autres. C'est pas vous autres. Ben, Je me suis pas mis à te vous les voyer. les gens aussi à la maison qui Ben, nous bonjour, écoutent. public, bien sûr. Et d'ailleurs, si vous avez des réactions, des commentaires à cette émission, à nos sujets, on aime vous lire, on aime vous entendre. C'est votre émission. En fait, on fait ça pour vous. Donc, voilà. Et puis, on fait ça avec toi, Nick, tout Oui, l'été. bon, on le fait un peu pour nous aussi. Hein? On aime ça, faire ça. Quand même. Bon, évidemment, j'imagine que tu as réfléchi beaucoup. Là, tu t'es crassé un peu le bessic, comme on dit, à se dire, OK, qu'est-ce que je fais avec cette histoire-là du SPVM? Ça nous ressort, parce que j'ai l'impression qu'on revient un peu en arrière sur les débats, que ce soit sur le racisme systémique, oui. Sur notre rapport à la police, sur aussi ce qui a été fait, parce qu'il y a eu un travail qui a été fait aussi contre le racisme, les discriminations. C'est important, parce que la société, il y en a du racisme, il y a des individus racistes dans toute société. T'en as pensé quoi de cette affaire-là? Ça m'a inspiré, notamment en vous écoutant jaser puis en écoutant les commentaires des auditeurs que j'ai trouvé très judicieux. J'ai une question me vient à l'esprit ce matin, c'est est-ce que les gens de Montréal-Nord, aujourd'hui, là, maintenant, au moment où on se parle, sont plus en sécurité qu'avant qu'on apprenne cette nouvelle-là, qu'on nous lance dans... J'ai envie de dire, puis pourtant, je vais peser mes mots, mais une sorte de psychodrame sur fond de racisme allégué, là, avec relativement peu de choses en main, en fait. On ne sait pas tellement ce qui s'est passé. Il y a beaucoup d'hyperboles. Je te donne un seul exemple. Le fameux scalp. Tu sais, couper une mèche d'un prévenu, qui est peut-être par ailleurs une petite crapule ou un criminel ou quelqu'un qui se sauve de la police depuis longtemps puis on a été fiers de l'attraper, je n'en sais rien. Ce n'est pas acceptable. Hein? Ces policiers-là, si ça s'est véritablement produit, doivent être sanctionnés. Puis oui, on pourra s'interroger de toutes les façons possibles sur les raisons pour lesquelles ils ont fait ça. Mais c'est pas un scalp. Hein? Le scalp, là, c'est couper le cuir chevelu pour arracher les cheveux au complet. C'est une affaire d'une barbarie sans nom qui existait au temps, il y a très longtemps. J'espère que ça fait longtemps que ça n'existe plus. Je ne suis pas expert un truc en scalp. iroquois, là. Oui. Ouais. Là, on coupe des mèches de cheveux. Je veux juste ramener les choses un peu dans leur juste mesure. On parle de on aurait possiblement deux personnes. Peut-être deux policiers. Mais peut-être plus. Ouais. L'histoire nous le dira. Une petite précision quand même aussi, Nick, dans les articles qui sont sortis sur cette question-là, le mot scalp était mis entre guillemets. Oui, et c'est quand même pas exclu que c'eût été une expression utilisée par les policiers eux-mêmes. On le laisse entendre clairement aussi. Là. Oui, donc, on sait bien que c'est pas un scalp, mais peut-être qu'on l'a quand même utilisé, ce mot-là, parce que les policiers, s'ils jouaient bel et bien à ce jeu-là, disaient on collectionne des scalps. C'est vrai, mais n'empêche qu'on jette le mot dans l'arène. Oui, ça frappe l'imaginaire. Et ça manque cruellement de contexte, même si, encore une fois, en soi, le geste ne peut pas se justifier. Il n'y a rien nulle part qui dit que les policiers, à un moment ou un autre de leur travail, doivent couper des mèches de cheveux pour les collectionner. C'est évident que ça n'a pas de sens et ça doit être, je le répète, sanctionné. Mais on nous construit quand même encore, je trouve un peu le jour de la marmotte, une histoire là, de racisme qui, aujourd'hui, à Montréal-Nord, bombe le torse et se sent regaillardi, ben ce sont les petits caïds, les petits bandits, les petites crapules, puis on parlait de scalp, mais je rappelle que ceux qui commettent des atrocités, des amputations, des mutilations, de la torture, ce sont les gens des gangs de rue à Montréal-Nord, qui est un phénomène sociologique inédit, là, unique, qu'on n'avait jamais vécu avant à Montréal, dans sa violence, dans le caractère très anarchique aussi de cette violence. Et jusqu'où on doit s'attendre? Je vais poser une deuxième question, je la pose autrement. Est-ce que je dois être absolument étonné de ce que des policiers qui sont affectés à surveiller des quartiers qui sont aux prises avec ce problème-là gravement, puissent en venir à perdre les pédales ou à perdre de la dignité ou à sortir du cadre du professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions? Jusqu'où on va exiger comme ça des policiers
pas la perfection, mais qu'il soit absolument infaillible. Souvenez-vous de ce vidéo de cette policière qui se fait injurier, humilier, insulter. Oui, tout le monde a salué son professionnalisme. Imaginez que vous vivez ça au quotidien et que le jeune qui vous lance ces mots-là, vous savez que c'est quelqu'un qui commet des gestes absolument abominables. Vous n'êtes pas capable de l'attraper. Alors évidemment, peut-être que vous allez commettre un écart un jour. Et là, j'espère que vous allez être suspendu et peut-être même qu'on vous verra plus jamais comme policier. Je ne suis pas en train de justifier ça. Mais j'amène un peu de contexte quand même. Je trouve qu'on est dans une sorte ici d'inversement là, du réel. Je trouve qu'il faut remettre les choses à l'endroit. Il semble que des policiers aient perdu les pédales. Mais par ailleurs, dans un contexte très compliqué qui est celui de Montréal-Nord. Et dernière question, est-ce que c'est nécessairement le fruit du racisme? Est-ce que ces policiers-là auraient peut-être fait la même chose avec des criminels ou des prévenus avec une autre couleur de peau ou d'autres origines? Ça se peut aussi, là. S'ils se font narguer, vous en parliez tout à l'heure, si on les prive un peu de moyens pour agir, si on est tout le temps en train de les accuser de profilage à tout bout de champ. Tu fais bien de poser ces questions-là, mais on n'a pas les réponses. On n'a pas les réponses parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. On a autant de raisons de croire que oui ou que non. Je réponds à ta dernière question, par exemple. Si on est pour avoir la preuve bientôt qu'on ciblait des gens de la communauté noire, là, il va falloir parler de racisme. On va quand même pas parler de deux côtés de la bouche, là, ça va être du racisme. Mais si on se rend... C'est pour ça que tantôt, on en a parlé avec Stéphane Roy, c'est un quartier où il y a une majorité de gens issus de la communauté noire. Oui, je t'ai entendu là-dessus. Donc, l'accusation de profilage est un peu différente. On n'est pas dans Outremont, là, où on a des policiers qui ciblent les Noirs. Là, c'est du profilage et il n'y a pas beaucoup de Noirs. J'ajoute un élément à ta réflexion là-dessus, Rémi, parce que tu posais une bonne question quand tu as dit ça. Là, je veux faire un témoignage personnel. Quand j'avais, dans la vingtaine, les cheveux longs, puis j'étais habillé en camisole, puis je me promenais dans un vieux char avec des trous dans les portes, je me suis fait arrêter souvent par la police. Ça me fâchait beaucoup. Le jeune homme que j'étais était insulté. Mais ils avaient raison, les policiers, parce qu'ils envoyaient beaucoup des comme moi qui commettaient des actes répréhensibles ou qui étaient sur le point d'en commettre, puis on voulait me vérifier puis me modérer un peu au cas où. Alors, si tu œuvres comme policier dans un quartier où il y a des gangs extrêmement dangereux à composante ethnique essentielle, est-ce que c'est nécessairement du profilage racial si tu as un doute lorsque tu vois passer à 2 heures du matin? Quelqu'un, par exemple, qui répond à cette description. Dans une description précise, c'est là où ça ne devient pas forcément du profilage. Et si tu cherches un suspect avec une description précise et que tu as des raisons d'interpeller, c'est pas la même chose que de dire, là, tu sais, c'est un petit peu aléatoire, on va aller se promener. Puis, absolument. Évidemment, ça, c'est condamnable. Et puis, aussi, il faut souligner qu'il y a des choses qui ont été faites. C'est comme si on se dit qu'il n'y a rien qui a été fait. Non, là, c'est pas vrai. Il y a eu des procédures, il y a des formations. Donc, est-ce qu'il y a eu une faillite là-dessus, dans la formation? Parce que là, on parle de jeunes policiers, apparemment. Là. On parlait de mentorat, on parlait sur la question de la maturité, des interventions. Il y a ça aussi. C'est étonnant, par ailleurs, que ce soit des jeunes, puisqu'on nous dit que, désormais, on sensibilise beaucoup. Alors ça, c'est pas le vieux monsieur dans la cinquantaine. Le cliché, mais encore là, on est souvent beaucoup dans des stéréotypes. Puis je trouve qu'il y a aussi le cliché que parce que forcément tu es une personne blanche, tu aurais des comportements et que, on a parlé de la question de la diversification, puis tant mieux, on va embaucher des gens de différents horizons, de différentes origines ethniques. Et d'ailleurs, je voyais que je suis allée voir sur le rapport du SPVM, le rapport annuel en 2024, et on voyait déjà qu'il y avait beaucoup d'embauches pour les ressources policières en 2024. Ils avaient embauché beaucoup. Et dernièrement, si on regarde le pourcentage des nouvelles embauches, il y a des statistiques ethniques là, au Canada, au Québec. Et selon l'appartenance ethno-culturelle, on a augmenté. Donc, c'est presque 30%. Donc, tant mieux. Ça veut dire qu'il y aura plus de diversification dans la police. Mais en même temps, ça nous fait montrer que c'est comme si, parce que vous avez la couleur de peau, vous êtes noir, vous êtes d'origine arabe, forcément, là, vous n'aurez aucun préjugé. Moi, je pense que les préjugés, vous pouvez en avoir si vous êtes blanc,
effectivement, il peut y avoir des préjugés. Vous pouvez en avoir si vous êtes d'origine arabe, si vous êtes une personne noire. Donc, c'est pas juste une question de couleur de peau, c'est une question aussi de culture organisationnelle dans la société aussi. Et il y a personne qui est à l'abri des préjugés, peu importe la couleur de peau. Donc, tant mieux, OK, oui, on diversifie, c'est très bien, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas nécessairement synonyme à l'avenir. Je dis pas que ça concerne les policiers qui ont été embauchés ou ceux qui sont dans les allégations en ce moment. Ce que je dis, c'est qu'à l'avenir, cette diversification en termes de couleur de peau ou d'origine ethnique n'est pas non plus un gage que tout va bien se passer puis que les personnes n'auront jamais de préjugés à l'égard des individus qui peuvent interpeller. T'sais. On fait intervenir le racialisme, en fait, dans une certaine mesure quand on prend des mesures comme celle-là. J'accepte, moi, le principe jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que oui, là, j'imagine que les choses sont plus fluides lorsque la, entre guillemets, clientèle se voit dans les autorités, mais en même temps, ça ne peut pas être une solution unique. C'est probablement aussi un petit peu une fausse bonne idée parce que moi aussi, je pense, parce que c'est ce que tu sous-entends, qu'on peut avoir n'importe quelle couleur de peau et ne pas être raciste envers qui que ce soit. Là. Mais Nick, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir.